Coopération Mali-Guinée, une forte délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop était à Conakry pour une visite de travail. Le séjour se déroule dans un contexte régional marqué par les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Après les travaux techniques, la délégation malienne a été reçue en audience par le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. Fin de la visite à Mopti du chef d'état-major de la garde nationale. Il s'agissait au cours de cette visite d'apporter le message de solidarité et d'accompagnement des autorités de la transition aux blessés et victimes militaires des différentes attaques contre les FAMA dans le secteur 4 de l'opération Maliko. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, la célébration de l'Aïd el-Fitr est au cœur des préoccupations. Le prix des bœufs varie entre 100 000 et 750 000 francs CFA en raison de la flambée du prix de l'allemand bétail, mais aussi les dépenses familiales qui se multiplient avec l'achat des habits et des chaussures, véritable casse-tête pour les chefs de famille. Bonsoir, merci de nous suivre. Bienvenue au journal. Le Premier ministre a présidé cet après-midi un conseil de cabinet consacré à l'examen d'un projet de texte sur la refondation. Il s'agit de passer en revue les 10 textes et les amender avant leur passage en conseil des ministres. Pour plus de précisions, suivons les explications du ministre en charge de la refondation, Ibrahim Ikassa Maïga, au micro de Alousseni Touré. Le conseil de cabinet s'est réuni autour du Premier ministre aujourd'hui pour passer en revue le projet de document intitulé cadre stratégique de la refondation de l'État, assorti d'un plan d'action sur 10 ans. Et c'est la suite logique des assises nationales de la refondation, avec la recommandation forte de rendre exécutoires les recommandations qui ont été formulées à l'issue de ces assises. Et d'ores et déjà, l'engagement des autorités de la transition de mettre en œuvre ces recommandations sous forme d'action gouvernementale a été intégré pleinement. Alors, le département de la refondation de l'État s'est mis à pied d'œuvre pour justement élaborer ce projet de cadre stratégique de la refondation qui transforme en action ces recommandations. Après la revue en atelier intergouvernemental, alors l'étape de travail gouvernemental des secteurs généraux, aujourd'hui le conseil de cabinet, justement passer en revue le document. Beaucoup de recommandations ont été faites en termes d'amélioration, en termes de précision, mais aussi en termes de prise en charge de l'existant, et pour pouvoir justement mieux affiner les documents de politique gouvernementale en matière de refondation de l'État. Je crois que les prochains jours nous permettront justement d'avoir un cadre stratégique finalisé qui va être adopté en Conseil des ministres. Une forte délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, délégation composée des ministres de l'économie et des finances, celle en charge des transports, le directeur de cabinet du président de la transition et les représentants du secteur privé étaient en Guinée. C'est une visite de travail et de coopération avec la République sœur de Guinée dans un contexte régional marqué par les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Après les travaux techniques dans la matinée d'hier, la délégation malienne a été reçue en audience par le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. Envoyé spéciaux en Guinée, Garibou, Pérou, Tchédia Moussa Kamara. Maliens et Guinéens ont le même sort, même destin. C'est convaincu de cela que le ministre Diop conduit cette mission en République sœur de Guinée. Après une séance de travail avec la commission mixte de coopération, le diplomate malien et sa délégation sont reçus en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. L'accueil est grand, chaleureux, cordial, quelquefois amical, mais surtout fraternel. Au bout d'une demi-heure d'entretien, le ministre Diop vient de gagner la confiance de l'ami et frère du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président nous a dépêché cette fois-ci auprès de son frère pour pouvoir ensemble évaluer les efforts qui sont en cours, pour pouvoir renforcer le corridor de Conakry qui aujourd'hui se présente en tout cas comme un point extrêmement important, le président l'a rappelé. La Guinée est désormais le port du Mali. C'est vraiment l'accès du Mali à la mer et que la Guinée est ouverte pour pouvoir accorder toutes les facilités nécessaires au Mali.
Les besoins urgents, notamment l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers et en hydrocarbures, le colonel Mamadi Doumbia appuie sur le bouton de la solidarité et instruit. Ne cherchez pas de procédure, tout ce qui engage le Mali engage aussi la Guinée. Les formes procédurales viendront plus tard. Allez vite et très vite, car le besoin est là selon ses propres termes. Nous sortons extrêmement réconfortés par rapport à la place que le président Doumbouya accorde au Mali, mais aussi par rapport aux mesures qu'il a décidé immédiatement de mettre en place pour pouvoir satisfaire le Mali. Assurer dans les semaines et les mois à venir un approvisionnement régulier du Mali en termes de produits pétroliers, gasoil et puis le jet A1 et d'autres éléments aussi. En marge des dispositions urgentes, Bamako et Conakry projettent mettre à long terme des propositions structurantes. Nous avons aussi échangé sur un certain nombre de projets structurants pour renforcer le corridor de Conakry, en particulier le projet de chemin de fer de Kita à Conakry pour permettre l'acheminement de produits de minerais essentiellement, le chemin de fer Bamako-Conakry, le projet de dragage sur le fleuve Milo pour permettre vraiment de mettre en place un trafic fluvial entre Kankan et Bamako. Mais aussi nous avons souhaité pouvoir aussi disposer d'un espace ici au niveau de la sortie de Conakry pour permettre vraiment de pouvoir stocker les marchandises et renforcer les échanges entre les deux pays. Donc nous quittons Conakry très satisfaits des décisions qui ont été prises. Dans la valise du diplomate se trouvent désormais les solutions techniques, pratiques et urgentes et des projets structurants à la hauteur des relations d'amitié, de fraternité et de coopération. L'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, communique. Le 1er mai est une journée commémorative de l'obtention du droit de 8 heures de travail et d'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Aussi, compte tenu de la pandémie de la maladie à coronavirus, le Covid-19, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a décidé de surseoir aux activités festives pour la 3e année consécutive. Elle invite les responsables syndicaux, les militants et sympathisants de Bamako à venir suivre la conférence de presse précédée de l'allocution du secrétaire général ce samedi 30 avril 2022 à la Bourse du Travail à partir de 9h. Les experts et chercheurs de la communauté scientifique sont réunis à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembey. Ils vont valider le projet de décision de la création du comité institutionnel d'éthique et de recherche. L'initiative obéit aux principes selon lesquels tous les projets et programmes scientifiques portant sur le sujet humain doivent être validés par un comité d'éthique. Adama Djimne. Le comité institutionnel d'éthique de la recherche de l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembey est un organe consultatif créé au niveau du Centre d'analyse et de recherche de l'espace sahélo-saharien. Il a pour mission d'évaluer la validité éthique des projets de recherche soumis à son approbation. C'est pourquoi les chercheurs, recteurs, maîtres de conférences, enseignants et autres cadres de l'enseignement supérieur sont réunis pour valider le projet de décision de création du dit comité. Pour le responsable de l'école, les défis de l'établissement exigent de nouvelles approches. La nouvelle vision de l'école est d'assumer un rôle de centre régional et continental de leadership en matière de formation, de recherche, d'analyse et d'apprentissage dans la prévention et la gestion des conflits, tout en devenant un catalyseur de réflexion et d'innovation afin de relever les défis multidimensionnels liés au triptyque paix, sécurité et développement. La recherche est un domaine transversal qui est aujourd'hui touché par l'insécurité et certains participants envisagent les mesures palliatives. Dans le temps, quand il n'y avait pas l'insécurité qui avait occupé le pays comme au niveau qu'on connaît aujourd'hui, les gens pouvaient aller partout faire leurs recherches. Mais aujourd'hui, je pense que la MINUSPA doit inclure aussi dans son programme le fait d'appuyer les chercheurs à aller travailler sur le terrain. Pour valider la décision de création du comité d'éthique, le concours et l'implication des représentants de l'ensemble de la communauté scientifique est nécessaire. Le chef d'état-major de la garde nationale, accompagné d'une forte délégation, vient de boucler une visite à Mopti. Il est allé apporter le message de solidarité et d'accompagnement des autorités de la transition aux blessés et victimes militaires des différentes attaques contre les FAMA dans le secteur 4 de l'opération Maliko. Oumar Maïga et Suleiman Tepsougué avec le concours de la DIRPA. C'est par l'hôpital régional Someneux de l'eau de Mopti que le chef d'état-major de la garde nationale, le général Élysier Jean Dao,
a commencé sa visite pour apporter les messages de solidarité et d'accompagnement des plus hautes autorités de la transition aux blessés et victimes militaires des différentes attaques contre les femmes dans le secteur 4 de l'opération Maliko. J'ai été missionné par les chefs des armées pour venir visiter donc, nos malades qui ont eu des blessures lors des dernières opérations, les encourager, les rapporter tout le soutien du gouvernement et puis les toute la reconnaissance non seulement de la nation, mais aussi de toute la hiérarchie militaire. Cette visite du chef d'état-major de la garde nationale a été hautement appréciée par le directeur santé de la RM6. L'état de santé de nos victimes est très bien. Nous avons quelques blessés au niveau de l'hôpital qui ont été pris en charge, qui ont été bien traités. Et aujourd'hui, on peut dire la visite du chef d'état-major de la garde nationale vient à point nommé si l'on sait que les résultats engrangés par les forces armées maliennes sur les différents théâtres d'opération sont le fruit d'une synergie d'action de l'ensemble de la chaîne de commandement. Quand un soldat combattant sur le terrain, on sait que par derrière, on a des médecins, des infirmiers et un commandement qui est prompt à réagir pour apporter donc, le soutien nécessaire pour que les blessés soient évacués. Ça aide les soldats, ça aide les militaires à combattre, ça aide à savoir que vraiment il y a des gens par derrière. Alors, le travail de planification qui est fait donc, en amont et puis qui permet de mettre les choses de manière cohérente pour permettre toute cette dynamique-là qui permet non seulement de conduire les opérations, mais aussi d'assurer en tout cas un soutien. Le chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Élysier Jandao, et sa délégation ont rendu également un vibrant hommage aux éléments du détachement de la garde nationale de Bankas qui ont mis hors d'état de nuire des groupes armés auteurs de l'enlèvement d'un camion-citerne dans les localités de Parou et Sangobia sur l'axe Bankas-Banyangara. Le gouverneur de la région de Bandiagara, Mohamed El-Béchir, a effectué sa toute première visite dans le cercle de Koro. Il était porteur d'un message de soutien et de compassion des autorités de la transition à la population de Tonou suite aux événements malheureux du 27 janvier dernier. Plus de 86 millions de francs CFA et une importante quantité de vivres ont été remis aux autorités administratives et traditionnelles du cercle de Koro. On retrouve Omar Maïga et Suleiman Tepsougué, toujours avec le concours de la DIRPA. Pour sa première visite dans le cercle de Koro, le gouverneur de la région de Banyangara, Mohamed El-Béchir, est venu apporter la solidarité et le soutien du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aux populations du cercle de Koro, durement éprouvées par la crise sécuritaire et alimentaire. Suite à une instruction des plus hautes autorités de notre pays, de venir apporter le soutien des autorités de la transition à l'endroit de nos populations et surtout la population du village de Tonou durement éprouvée. Nous avons vu une population accueillante, une population en parfaite symbiose avec son armée et son administration. Une population qui soutient la transition, qui soutient les idéaux de la République. Une population qui est restée soudée, quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles ils sont restés soudés, ils sont restés confiants, ils sont restés républicains. La majeure partie du cercle n'a pas pu cultiver à cause de l'insécurité et l'arrêt précoce des pluies. Une intensification des patrouilles militaires sur le long de la ligne de frontière et même à l'intérieur du cercle est nécessaire pour la libre circulation des personnes et des biens. Une assistance humanitaire en vivres et besoins élémentaires, plus une enveloppe de plus de 86 millions de francs CFA, c'est l'élan de solidarité des plus hautes autorités de la transition aux autorités administratives et locales du cercle de Koro afin d'atténuer la souffrance des populations. Le dialogue communautaire en 4e région prend fin à Ségou après l'étape de Nyono et de Massina. C'est une initiative du gouverneur de la région pour promouvoir la paix et la stabilité dans la zone. À cette étape de Ségou, où le débat s'est déroulé dans une grande liberté, les interventions ont convergé vers la priorité de l'intérêt de la nation. On retient nous. Les sensibilités sociales du cercle de Ségou se réunissent autour du gouverneur pour parler de vivre ensemble et du pardon mutuel. Le débat est libre et transparent. Nous saluons le gouverneur pour cette initiative. Ces assises serviront sans nul doute à promouvoir la paix. Si toutefois chacun joue sa partition avec franchise. Nous sommes convaincus que seul l'État est garant de la sécurité des communautés à travers une parfaite collaboration avec elles. L'État doit faire appel à toutes et à tous afin que la nécessaire paix puisse
être retrouvés. Les différents intervenants ont demandé aux uns et aux autres de faire des concessions au regard de la situation sécuritaire dans les cercles pour que renaisse la coexistence pacifique, une des préoccupations du gouverneur de Ségou. Le pardon et la réconciliation sont utiles, sinon indispensables, pour bâtir une nation forte, unie et prospère. Je vous invite, en conséquence, à exhorter vos administrés, vos fidèles et vos proches à taire les rancœurs, les ressentiments pour s'engager résolument dans la voie de la cohabitation pacifique en privilégiant le bon temps, la concertation et le dialogue, aussi bien pour prévenir les conflits que pour les régler. Aussi, les interventions ont pointé du doigt l'absence de l'État très souvent constatée ça et là, conduisant à la création des milices d'autodéfense et des groupes terroristes. Le contenu de ces deux communiqués à présent. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes informe à la communauté musulmane du Mali que les commissions d'observation du croissant lunaire sont conviées le samedi 30 avril 2022 à 18h15 sur toute l'étendue du territoire national pour recevoir le témoignage de la population sur l'apparition du mois lunaire Shawwal ou Silintini Kalo. À cet effet, il est demandé à tous les fidèles musulmans qui apercevraient le croissant lunaire le samedi soir de bien vouloir en informer leur imam, leur maire, leur sous-préfet ou leur préfet afin que l'information puisse remonter à la Commission nationale à temps. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Et puis, le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes qui convie en réunion les membres de la Commission nationale d'observation de la Lune le samedi 30 avril 2022 à 18h15 dans la salle de réunion de son département assise à la cité administrative. L'ordre du jour porte sur la fixation de la date de la fête du Ramadan ou Eid el-Fitr. Nous restons dans cette mouvance du Ramadan. Cette année, à l'approche de la fête du Ramadan, donc plus de 100 camions remplis de bovins, soit 5000 bœufs, ont franchi le portail du parc à bétail de Niamana. Dans ce garbal, les prix varient entre 100 000 et 750 000 francs CFA. Cependant, les éleveurs se plaignent de la flambée du prix de l'aliment bétail qui a fortement impacté le secteur. Mohamed Kaintao, Abdul Salam Bambara ont fait le compte ça pour ORTM 1. À l'approche de la fête du Ramadan, tous les regards sont tournés vers les marchés à bétail. Les éleveurs et vendeurs de bovins inondent les grandes villes pour la circonstance et Bamako n'en fait pas exception. Au marché à bétail de Faladje, Lamine Diakité a pu vendre en 48 heures 65 des 102 bœufs qu'il avait en possession. Il y avait des bœufs qu'on a vendus 225, il y en a 250, 275, 300, 375, 300... 400, 425, il y en a même 500. L'année dernière, les bœufs qu'on a vendus 250, cette année on les vend à 350. Le premier à 315 000 francs, le deuxième à 300 000 francs et le troisième à 1 250 000 francs CFA. Je constate que les prix sont plus élevés que ceux de l'année dernière. Contrairement à M. Diakité, Boubacar Saï, qui se trouve à l'entrée du marché de Niamana, n'a vendu que 2 têtes en une semaine. Je possède 20 baies ici. J'ai vendu 2, respectivement à 400 000 francs CFA et à 300 000 francs CFA. Cette année, le marché n'a pas fleuri à cause du prix élevé du tourteau. À l'intérieur du marché à bétail de Niamana, plus de 2000 bœufs cherchent preneurs. Ici, le prix varie entre 100 000 et 750 000 francs CFA. Cette année, à l'approche de la fête, nous avons reçu plus de 100 camions remplis de bœufs. Chaque camion contenait 45 bœufs. Présentement, le marché est lent. Je vends une corde à 500 francs CFA. Par jour, je parviens à vendre 50 cordes. Et mes clients sont les acheteurs de bœufs. Cette année, les éleveurs ont un seul cri de cœur, celui de la flambée du prix de l'aliment bétail. Une situation qui impacte fortement le secteur. Nous nous ravitaillons en tourteau au Grand Moulin. Avant, une tonne était cédée à 130 000 francs CFA, mais cette année, on l'achète à 225 000 francs CFA. Donc, forcément, ça influe sur le prix des animaux. Nos cris de cœur n'ont servi à rien. Comparativement à l'année dernière, 2022 n'a pas du tout été facile pour bon nombre d'éleveurs de bétail. Certains pointent du doigt les sanctions contre le pays. Tout compte fait,
Il sollicite l'accompagnement du gouvernement pour amoindrir la situation. À l'approche donc de cette fête de l'Aïd el-Fitr, les dépenses familiales se multiplient tout naturellement. Parmi elles, on note l'achat des habits et des chaussures pour les femmes et les enfants ou encore la viande du jour de la fête. Les chefs de famille sont au four et au moulin pour gérer ces dépenses. Comment parviennent-ils à s'en sortir? Réponse dans ce reportage de Koumba Sissé et Karunga Konate. Qui parle de fête parle de dépenses. À quelques jours de la fête de Ramadan, les chefs de famille multiplient les calculs. Chacun cherche à satisfaire les besoins de sa famille. Cela passe par l'achat des vêtements, des chaussures, de la viande et sans compter les frais de condiments. Dans la famille Koulibaly, les dépenses sont énormes, car une quarantaine d'enfants et de petits-fils attendent leurs habits de fête. Les fils de mes frères sont là. Il y a mes petits-fils aussi et mes belles-filles. À l'heure actuelle, personne n'a reçu ses habits de fête. Nous pensons à tout ça. Si nous aurons les moyens d'ici la fête, nous les achèterons. Bala Koulibaly, membre de la famille Koulibaly, ne dira pas le contraire. Papa et maman ne m'ont rien acheté d'abord. Pour la fête, je vais avoir des habits, des chaussures et la montre. Si je ne les aurais pas, je ne serais pas content. Pour M. Nyamele, la gestion de ces dépenses est une obligation pour tous les chefs de famille. Même si le moment est dur, cela ne doit pas nous empêcher de gérer ces dépenses, parce que les femmes et les enfants ne vont pas nous laisser en paix. Donc, cette pression sociale est là. Notre souhait est de satisfaire toute la famille avant la fête. Concernant la viande, grâce à la cotisation mensuelle, elle est déjà un acquis. Il reste maintenant les habits des enfants et le prix des condiments. Cette mère de famille à Doumazana se focalise sur ce que les femmes peuvent faire pour aider leur mari à gérer ses dépenses. Je veux que les femmes comprennent que le moment est dur. Si un chef de famille arrive à acheter des habits pour tout le monde, tant mieux. Mais dans le cas contraire, faisons repasser d'autres habits et les porter. Ou bien, si nous avons les moyens, nous achetons ce que nous pouvons. Qu'est-ce que la religion dit par rapport à la gestion des dépenses à l'occasion des fêtes pour qu'il y ait moins de frustration dans les familles afin de permettre à tout le monde de fêter dans la joie? Allah nous a dit dans le Saint-Coran, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc, partant de cela, les dépenses à faire pendant les fêtes, quand le chef de famille a eu les moyens, cela dépend du bon Dieu, c'est mieux. Et dans le cas contraire, s'il y a des difficultés, il ne parvient pas vraiment à couvrir toutes les dépenses, la famille doit comprendre cela. L'islam ne demande pas que parce que c'est la fête, il faut que le chef de famille se sacrifie, coûte que coûte, pour faire l'impossible. L'islam ne demande pas ça du tout. Il est quand même bon de faire face aux dépenses de la fête. Parce que la fête, telles que les habits de fête, les autres choses, ça font partie de la sunna de l'islam. Au cas où l'homme a eu des difficultés, si la femme en a, elle peut aider son mari. Les dépenses quand même de la famille dans l'islam incombent au chef de famille. Mais il n'est pas aussi interdit que si la femme a des moyens, d'aider son mari. Comme on a l'habitude de dire très souvent que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Rendons la vie possible aux autres avant que les incompréhensions nées de ces dépenses ne pourrissent pas l'atmosphère familiale. Un autre communiqué dans ce journal, le ministre de l'Économie et des Finances porte à la connaissance du public en général et des contribuables en particulier que la date limite de dépôt des états financiers initialement prévue pour le 30 avril 2022 est reportée au 31 mai 2022 inclus. Le report de délai ainsi décidé rentre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures fiscales prises par le gouvernement dans son plan de riposte contre le Covid-19. Le ministre de l'Économie et des Finances invite les contribuables concernés au respect strict du nouveau délai fixé au 31 mai 2022.
2,5 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel du Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique au titre de l'année 2022. Ce budget devrait permettre à la structure de poursuivre l'exécution de ses projets entamés en 2017-2018. La 5e session du comité de pilotage du fonds est l'occasion pour les administrateurs de plancher sur les différents dossiers en vue de les valider. Compte rendu, Batraoré. Malgré les effets de la crise multidimensionnelle et ceux de l'embargo, le FCRIT, Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique, a pu mener à souhait la plupart de ses projets au titre des dernières années. En ce qui concerne les projets qui ont été sélectionnés en 2017, donc on a fait 2 ateliers. Le premier atelier, c'était pour les résultats préliminaires des premiers projets et le deuxième projet, effectivement, c'était les 3 ans des projets qui ont été financés. Donc pendant cette période, donc, on a observé que les chercheurs ils ont fait beaucoup de progrès et les résultats des projets ont été publiés, surtout des projets de brevets. La réalisation de ces différentes activités se poursuivra grâce au budget proposé à cet effet. Le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique est financé à 0,20% des recettes fiscales. Pour cette année, ça a un équivalent de 2,5 milliards de francs CFA qui vont servir pour le financement des deuxièmes années des projets qui ont été financés en 2018. Il nous faut donc accorder aux sciences humaines et sociales l'attention qu'elles méritent dans le cadre du Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique. Au regard de l'importance des documents qui vous sont soumis, je ne doute point que vous procéderez à leur analyse critique afin que sortent de cette session des résultats pertinents. Le FCRIT, qui a été créé en 2011, a pour mission essentielle la vulgarisation des résultats de la recherche. Ouverture ce vendredi à l'INRSP, l'Institut national de recherche en santé publique, des travaux de la journée scientifique sur le paludisme. Cet espace permet aux acteurs de la santé de faire le point des progrès réalisés et les difficultés dans la lutte contre la maladie. Comme perspective, les autorités sanitaires veulent multiplier les efforts pour que le Mali puisse avoir accès au vaccin anti-palu d'ici 2023. Kouma Sissé. Au Mali, les chercheurs sont à pied d'œuvre pour trouver les voies et moyens susceptibles d'accélérer l'éradication du paludisme. Pour la circonstance, ils viennent de se rencontrer pour partager les acquis, les faiblesses et dégager des perspectives. L'initiative est de la direction du Programme national de lutte contre le paludisme. Il y a eu beaucoup de progrès réalisés. Si nous prenons la prévention, même par rapport à la découverte des moustiquaires de longue durée, les moustiquaires imprégnés de nouvelles générations qu'on vient juste de mettre en œuvre. Nous allons commencer même l'implémentation cette année. Donc là, déjà, c'est un progrès. Si nous prenons la prise en charge aussi, par rapport aux tests de diagnostic rapide, les médicaments aussi, ça évolue d'année en année. Et actuellement, d'ailleurs, nous avons aussi un vaccin qui est en vue. Et ce vaccin-là, normalement, l'implémentation doit commencer peut-être fin 2023, si tout va bien. Et le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre. Au dire de la directrice du PNLP, si tout le monde fournit des efforts dans les années à venir, le Mali peut aussi compter parmi les pays qui auront définitivement éradiqué le paludisme. D'autres pays africains sont arrivés vraiment à mettre fin au paludisme, comme l'Algérie et le Maroc. Le Cap-Vert est en voie. Pourquoi pas le Mali ? Et pourtant, l'État et ses partenaires mettent des milliards chaque année dans la lutte contre le paludisme. Donc, donnons-nous la main vraiment pour pouvoir combattre ce fléau. Cette journée scientifique entre dans le cadre de la journée mondiale et la semaine nationale de lutte contre le paludisme. Des recommandations qui sortiront à la fin des travaux devront permettre à ces acteurs d'avancer dans la lutte contre ce fléau. On parle santé toujours, cette fois-ci avec le point Covid de ce vendredi 29 avril. Les services de santé ont enregistré un décès, 5 personnes guéries et 11 cas positifs sur 409 tests réalisés. 100 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le 6e voyage d'études du prix Lamine Tchekoura Koulibaly de l'ERTM a été une leçon grandeur nature. Dans la région de Koulikoro, de futurs candidats ODF, leurs enseignants ont pu connaître l'histoire de la sirène Bafaro et apprendre quelques pans de la résistance à la colonisation. Au cours du même séjour, les participants ont apprécié plusieurs succès d'entreprises, notamment dans le secteur de l'agro-pastoral. Moïse Traoré. À l'entrée de Koulikoro, le monument Bafaro est la représentation d'une sirène qui a suivi le martyre des colons. Le regard de la créature, mi-femme, mi-poisson, aspirait toute personne. La mystérieuse prévenait la population locale de chaque danger.
En 1884, les colons avaient signé un traité de protectorat avec Wodjo Diarra, chef de village de Meguetan. Ils finirent par tendre un piège à Bafaro. 138 ans après, pour la première fois, ces adolescents mettent le pied dans un bateau courrier. Ce 8 avril 2022, les natifs de Sibi, Baguineda, Kati, Fombabougou, Bamako, Dumba et Kouloukoro sont émerveillés par le Kankou Moussa accosté à Kouloukoro, devenu Koulikoro. À ses élèves participant au 6e prix Lamine Tchekoura Koulibaly, le guide rappelle qu'en 1235, une bataille historique opposa Soumaoro Kanté, roi du Sosso, à Soundiata Keïta, roi du Mandé et futur empereur du Mali. Soumaoro Kanté aurait disparu dans le Nyanankoulou, devenu colline sacrée. Avec les enfants, on ne le dit pas souvent, mais les enfants sont très curieux lorsqu'il faut découvrir leur culture. Donc on a vu de l'enthousiasme chez les enfants et aussi les encadreurs. On était surpris d'apprendre plein de choses que nous-mêmes, en tant que grandes personnes, nous ne savons pas. Outre 1400 pieds d'agrumes, la ferme André Ndiaye entretient plusieurs centaines de types de bovins, des mammifères issus de croisement, des montbéliards et des vaches mortes. Avec les contraintes à l'acquisition de l'alimentation et la fièvre afteuse, l'exploitation ne produit que 100 litres de lait sur une capacité de 348 litres. Les pigeons sont élevés juste pour le plaisir. À l'unité de conservation Sokolin, les candidats au DEF et leurs enseignants se sont fait expliquer le test de qualité de la ressource. La laiterie a ouvert en 2009 et selon les saisons, elle peut traiter jusqu'à 32 000 litres de lait par mois. Je peux dire que les études ont une très grande importance dans la vie d'un homme et dans la société, car le travail, rien ne vaut le travail. La veille, les adolescents avaient également parcouru les ateliers de l'usine Stone qui confectionne 300 à 350 mètres carrés de carreaux par jour. Avant concassage, le marbre, la matière première, a été extrait à Selenkini dans la région de Kaye. La société est aussi dédiée à la fabrication de briques, de tuiles et de pavés. Troisième région, malgré l'installation tardive des pluies et l'insuffisance des engrais subventionnés, la campagne agricole 2021-2022 aura en partie comblé les attentes des acteurs du monde rural. En témoigne le classement de notre pays à la première place des producteurs de coton en Afrique et un stock suffisant de la production céréalière. Des performances à partager lundi à l'occasion de la première session consulaire ordinaire de la mandature 2021-2022 de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso, Moussokoro Sireme, Suleiman Bamba. Le principal point à l'ordre du jour de cette session consulaire ordinaire, première de la mandature 2021-2026 de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso, est le partage et l'échange des informations relatives aux questions agricoles de la région avec l'ensemble des élus et délégués de l'Assemblée consulaire. Un cadre indiqué pour faire le bilan de la campagne 2021-2022. Par exemple, quand tu prends le coton, nous avons été premier pays producteur de coton en Afrique. Ce qui concerne la production de céréales. Bon, on n'a pas trouvé quand même à commercialiser assez, mais ce qui est en tout cas au niveau du Mali peut quand même nourrir les Maliens. À côté de ces performances, s'il y a des contraintes qui pèsent de nos jours sur les acteurs du monde rural, ce sont l'insuffisance des engrais subventionnés et l'installation tardive des pluies dues au changement climatique, d'où la nécessité de prendre les dispositions à l'approche de la campagne agricole 2022-2023. Nous conseillons aux producteurs quand même de beaucoup s'atteler sur la fumée organique. Et tout producteur peut fabriquer à son niveau. Nous avons aussi assez de formation en ce qui concerne cette fabrication. Ce que l'État va pouvoir nous apporter, ce ne viendra qu'en complément. Donc, et voir aussi, avec le changement climatique, nous allons faire quand même le choix des semences en conséquence. Le secteur agricole joue un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté, la hausse de revenus et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Je voudrais saluer ici l'initiative de la CERA et ses partenaires techniques et financiers pour l'organisation de cette première session qui vient à point nommé compte tenu de l'approche de la campagne agricole. À noter que cette première réunion consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso est soutenue par LuxDev, agence luxembourgeoise pour la coopération. Voilà, avant de boucler cette édition, voici le contenu du communiqué numéro 038 de l'état-major général des armées.
L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes, les FAMA, ont mené avec succès des frappes aériennes contre des groupes terroristes, respectivement dans le secteur de Yirma le 27 et 28 avril 2022, Niasso, Sébé et Sosobé Togoro le 29 avril 2022. Ces actions matérialisent davantage la montée en puissance continue des FAMA ainsi que l'efficacité de la coordination entre les services de renseignement, les structures de planification et les forces d'intervention. Le processus patient et professionnel de collecte, d'analyse et de recoupement des services de renseignement a permis un ciblage extrêmement précis et des frappes très pointues comme suit. Secteur de Yirma. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2022, les frappes ont ciblé dans le secteur de Yirma, localité située à 23 km au sud-ouest de Mondoro, un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d'attaque par des terroristes de la Katiba Serma et Ansarul al-Islam. La cible détruite était la base du terroriste Ousmane Ima, alias Abu Adama, petit frère du terroriste Moussa Hima, tous identifiés dans la base de données des terroristes recherchés avec le bilan suivant. 12 terroristes neutralisés, 7 blessés évacués dans une forêt située aux alentours du village d'Issei pour y recevoir des soins, 3 véhicules calcinés dont un pick-up équipé de 12,7 mm, plusieurs motos dont un tricycle brûlé. Secteur de Niasso, Sébé et Sosobé, Togoro. Le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre les localités de Niasso, Sébé et Sosobé, Togoro. Cette cache des terroristes a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. Les puissants incendies observés après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre, y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions. Ces dépôts avaient également été identifiés et localisés suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillance et d'observation aérienne. D'incessants mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dungara, Togere Kumbe, Walo et Sosobé à destination du dépôt localisé entre Tina et Kala ont fait l'objet d'un suivi minutieux et permanent. Les matériels observés ont sans équivoque été identifiés comme des matériels de guerre destinés à être utilisés contre les communautés ainsi que les femmes engagées dans la protection du paisible citoyen malien. Ces frappes ont contribué à anéantir les espoirs et les plans funestes des terroristes et leur soutien. Par ailleurs, le 29 avril 2022, la précision des renseignements a permis de suivre et d'interpeller un terroriste parlant la langue zerma, une langue d'un pays voisin et tentant de s'infiltrer dans la base aérienne 103 de Gao. Le succès et l'efficacité de ces actions affaiblissent les groupes terroristes, les privent des moyens de pression contre les braves populations maliennes et renforcent les FAMA dans l'exécution de leurs missions régaliennes de défense et d'intégrité du territoire, de protection des personnes et de leurs biens. Le suivi de la réaction des groupes terroristes et l'exploitation des renseignements ultérieurs permettront de poursuivre les opérations de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes jusqu'à la stabilisation du pays. Les importants efforts consentis par les FAMA pour le recoupement des renseignements et la précision des frappes parfois risquent de laisser échapper certaines opportunités témoignent de l'engagement de l'état-major général des armées et des FAMA pour le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme qui restent une priorité dans la conduite des opérations. L'état-major général des armées saisit cette opportunité pour inviter les braves populations maliennes, durement et longuement éprouvées par la barbarie des terroristes, à se démarquer de leur emprise et à continuer de soutenir les forces armées maliennes. Voilà, c'était donc là le contenu de ce communiqué de l'état-major général des armées qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.